masque pour mieux nous y intégrer. Aujourd'hui, c'est le coronavirus qui nous contraint à le faire pour nous protéger. Anyway, le plus important demeure la vie. C'est une question de survie et nous avons décidé de nous protéger comme il se doit. Bienvenue à tous dans cet autre numéro de C'est Midi. La première partie sera donc consacrée à un témoignage et dans la deuxième partie, nous parlerons bien sûr du coronavirus, du Covid-19 avec Paulus Agathon. Paulus, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Je ne sais pas comment vous vous arrangez pour tenir tout le temps d'une émission. Moi, je ne peux pas mettre le masque et parler en même temps. Non, heureusement que nous avons respecté la distance d'un mètre. D'accord? Je retire le mien. Ouf. C'est pas évident. Vraiment, coronavirus que tu es venu nous montrer et nous faire faire là, franchement. Mais bon, c'est pour un temps. Voilà. C'est clair. Tout va bien? Oui, tout va bien par la grâce de Dieu, absolument. C'est le moment de prendre des nouvelles de la famille, des oui. amis, de nos proches. Voilà, et de beaucoup prier aussi pour eux. Exactement. Voilà. Et je pense qu'on nous met quand même ce facteur important. Voilà, sensibiliser. Est-ce que vous pratiquez, vous êtes au village, est-ce que vous lavez régulièrement les mains? Est-ce que vous avez arrêté de vous faire les accolades? On est africains, on sait comment on démontre notre affection les uns envers les autres, n'est-ce pas? Allô, Sidibé, ça doit vous manquer, votre jumeau et vous. C'est vrai, c'est vrai. Comment vous faites? C'est vraiment difficile, mais je l'ai tout le temps au téléphone, on discute tout le temps, je lui demande tout le temps est-ce que... Et il fait attention à lui, est-ce qu'il a son gel, est-ce qu'il a son gant? Il me dit que je suis presque parano. Je dis oui, c'est vrai, je veux être parano par rapport à cette maladie, par rapport à cette pandémie, parce que je tiens à toi, je tiens à ma famille, je tiens à vous, donc j'ai fait toutes les mesures de sécurité. Et je vais aller dans le carnaval de Paulus Agathon quand il disait de sensibiliser. Sensibiliser, c'est vraiment important parce que la répétition est pédagogique, on est dans une crise sanitaire qui est là, qui est presque collé à nous, incontrôlable, et donc il faut toujours répéter, dire aux gens. Pour le faire, j'étais avec l'association des personnes qui ont des drones, sinon des pilotes de drones. Et ce qu'on a fait, c'est que le samedi et le dimanche, on était à Yopougon, vers Siporest. On avait des drones en l'air et on avait des microphones au-dessous. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on disait à la population de toujours avoir des gants, de toujours porter des masques. C'est très important. Voilà, on sensibilisait avec les moyens, sinon avec la technologie. Et je pense que c'est vraiment important. Merci et donc, beaucoup. Chacun doit en faire son fer de lance. C'est très important, Aloussène Sidibé, vous l'avez dit, que chacun s'y implique. Alors, Philo, tout va bien. Je pense qu'on vous aura dans quelques petits instants. Vous remarquez bien que notre invité témoin est en train de se laver les mains. Elle, c'est Amani Beka. Elle nous rejoindra dans quelques petits instants seulement. Enfance brisée, je n'ai jamais pardonné au mari de ma tante. Vous voulez savoir les raisons? Eh bien, les raisons tournent autour des violences faites aux enfants. Et en Côte d'Ivoire, les violences sexuelles sur mineurs deviennent malheureusement répétitives et récurrentes. Selon un bilan officiel, en 2018, le pays a enregistré 517 cas de violences sexuelles sur mineurs. C'est vraiment dommage et je suis sûre que 2019 battra ce record-là. Bref, Amani Beka s'est installée. Bienvenue, merci d'être là. Merci pour ce courage que vous avez de venir témoigner dans cette émission pour faire de plus amples connaissances avec vous. On regarde ensemble cette vidéo. Aujourd'hui, C'est Midi reçoit une femme ayant vécu une enfance difficile. Amani Beka, ou à l'état civil. Ndri Amani Béatrice est artiste-chanteuse issue d'une famille de 6 enfants. Mère de 3 enfants et n'ayant jamais été à l'école, elle débute la musique à l'âge de 8 ans en chantant lors des cérémonies dans son village. Elle fait également ses premières armes en tant que choriste dans une église. Basée en France depuis 2001, Amani Beka effectue quelques petits boulots avant de s'adonner totalement à sa passion qui n'est autre que la musique. Aujourd'hui, auteure de plusieurs œuvres musicales, cette jeune dame trentenaire se construit dans sa propre quête identitaire. Son enfance lui a permis de savoir comment surmonter toutes les difficultés de la vie. Suivons tous les détails de son histoire dans un instant avec Caroline. Merci beaucoup Marie-Ange et Miem. Avant de vous livrer les détails de ce témoignage, permettez-nous donc de passer la parole à Dr Philo pour qu'il nous livre son point de vue. Philo, c'est parti. Enfance brisée, je n'ai jamais pardonné au mari de ma tante. Le thème du jour, selon Dr Philo. Merci beaucoup. Vous avez dit mon point de vue, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Votre point de vue, il compte énormément dans cette émission. Tellement il est pertinent, mon point de vue. Exactement. Et donc on parle d'enfance brisée, mais attends, quand il y a brisure, c'est qu'il y a eu cassure au préalable. Alors s'il y a... Oui. Quand il y a cassure qui est brisée. Oui, c'est parce qu'ils ont cassé, quand on casse là, il y a brisure. C'est pas vrai. D'accord. Donc il y a eu cassure.
Donc il y a brisure. Donc s'il y a brisure, il faut soudure. Voilà, il faut souder, effectivement. Alors, pour qu'il y ait soudure, il faut pardonner. C'est clair, il faut pardonner. Moi je dis, le pardon est l'âme des plus forts. Voilà, c'est l'âme des plus forts. Celui qui sait pardonner, c'est quelqu'un qui est fort en fait. Le pardon, c'est une force qui libère. C'est difficile, hein. Je sais que vous me regardez, lui là il dit quoi même, mais c'est la vérité. Genre il ne sait pas ce que j'ai vécu. Voilà, il ne sait pas ce que... Non, il faut pas... Si moi je ne devais pas pardonner, mais mon ex, est-ce que j'allais pardonner à mon ex? Mais pourquoi vous pointez à Lucène du doigt? Il est témoin. Quand vous dites mon ex, c'est bizarre quand même. J'ai rien compris. Mon ex. Moi j'ai pardonné à mon ex, c'est que tout le monde peut pardonner. La dernière fois j'ai passé devant chez elle, j'ai pensé à ce temps de corona, prendre piment en poudre. Et puis j'étais dans leur clôture là-bas. Quand ils vont éternuer, il y a des gouvernements. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Mais, Caro, on ne peut pas expliquer. Ça, c'est un témoignage mirobolant et mirifique. Mais il faut pardonner, c'est le plus important. Et voilà, il n'y a rien de tel quoi. C'est-à-dire que quand tu ne pardonnes pas, tu as la rancœur. Quand tu as la rancœur, c'est comme il y a un rang de haine dans ton cœur. Et ça te ronge. Et ça te ronge, ça fait que tu n'es plus toi-même. Je me demande même avec cette rancœur-là si votre nom même c'est Amani Beka. Parce qu'il y a une carapace au-dessus de votre personnalité. Quand vous pardonnez, vous êtes vous-même, vous êtes libre. Pardonnez et puis vous avancez. Et ça ne me surprend pas. Il y a toujours dans une famille un oncle ou bien une tante qui énerve. C'est pourquoi je me suis habillé comme ça m'a rappelé mon oncle. Il est tout le temps habillé comme ça. Et il vient chaque fois les dimanches à la maison. Il ne travaille pas. C'est lui qui a échoué au bac probatoire à l'époque. Il va nous rappeler ça. On n'étudie pas dimanche là, mais c'est lui vient qu'on a qu'à étudier les leçons, des sciences. Vous voyez un peu, il y a toujours ce oncle-là qui est là. Et puis nous sommes en Afrique. Souvent même en Afrique, même, avant de t'envoyer, on te tape d'abord. C'est-à-dire tu viens comme ça. Va faire le coup là-bas. Pourtant, il aurait dû t'interpeller. Donc nous sommes en Afrique. Il faut libérer ton cœur. Il faut pardonner. Nous sommes en Afrique. C'est-à-dire... Il n'y a rien que le pardon. Merci beaucoup. Il n'y a rien que le pardon. Merci beaucoup. Je pense que ça sera votre chute. Rien que le pardon. Il faut pardonner. Mais est-ce qu'il est vraiment facile de pardonner? Ça, c'est pas évident. Hein. C'est pas toujours évident. Ouais. Ça dépend de l'ampleur ou de la gravité de l'acte à poser. On nous enseigne qu'il faut toujours pardonner, mais à la vérité, c'est vraiment pas évident à le faire. Et ça dépend aussi de la personne qui a encaissé. Voilà. Est-il difficile de pardonner? C'est la question qu'a posée Pater Nassimian dans la rue. Voici des réponses. Jamais assez pardonner, c'est bon pour notre équilibre intérieur et notre bien-être mental. Mais c'est parfois un chemin difficile, voire impossible pour certains. Est-il ici vraiment difficile de pardonner? Votre opinion nous intéresse. Moi particulièrement, je ne trouve pas cela difficile de pardonner. Voilà, parce qu'il y a la foi qu'on met en Dieu. Voilà, quand on a la foi en Dieu, on pardonne facilement. Voilà. Mais l'oubli n'est pas facile. Ça dépend du cas, hein, dans le contexte dans lequel nous nous situons, par exemple, par rapport à la situation du pays, tout ça. Il y a plein de personnes qui ont vécu des situations très très compliquées. Avec le temps et puis avec les conseils des uns et des autres, on finit par oublier. Ça n'est pas véritable sur la santé de l'homme. Quand tu as de l'amertume, tu as quelque chose dans ton cœur, tu refuses de pardonner, ça dégrade la santé. C'est ce qui est difficile qu'on doit pardonner. Ce qui est difficile, là, c'est ce qu'on pardonne. Ce qui n'est pas difficile n'est pas pardonnable. La santé, si tu es un croyant, vraiment, c'est bon de pardonner. Ça dépend aussi de la douleur qu'on ressent lorsque une personne te blesse. Mais avec Dieu, il faut pardonner. Il faut pardonner. Je pense que c'est le plus important. Il faut pardonner. Comme le dirait un sage, pardonner est un geste conscient, issu de notre volonté et qui prend en considération le prix à payer pour se libérer du passé. À vous le studio, Caroline. Merci beaucoup, Pater Nassimian, mais je ne sais pas si on pourra pardonner au Covid-19. Hein. Alors, Amani Beka, encore une fois, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Il faut dire que vous n'avez pas eu la chance de connaître votre père. Oui. D'ailleurs, les informations que vous avez de lui sont très vagues. Oui. Et votre maman, de conditions modestes, à bout de souffle aussi, a donc décidé de vous confier à votre grand-mère. Alors, vous allez nous expliquer comment, de chez votre grand-mère, vous vous êtes retrouvée chez votre tante. Ok, ben bonjour. Vous étiez encore très très jeune. Oui, j'étais encore très jeune. Ma mère m'a abandonné, peut-être on peut dire qu'elle nous a laissé à notre grand-mère. Moi, j'étais encore bébé, ma grand-mère. Tous les 6 enfants? Ben, moi, j'ai connu un peu ma grande sœur. On est 6 enfants, mais les autres, après, ils sont venus. J'ai eu des petites sœurs. Et après, moi, je les ai fait leur connaissance après. Ah, d'accord. Donc, on était 3, moi, et puis ma grande sœur, et puis mon grand frère, qui a été abandonné chez notre grand-mère. Moi, déjà bébé, à l'âge de 4 mois, c'est ce que ma grand-mère m'a dit en
en 98 parce qu'elle est décédée en 2008. Voilà, donc c'est le souvenir que... 4 mois, voilà. C'est tôt quand même. Voilà, donc c'est comme ça, elle m'a expliqué que notre maman, elle était une femme qui, voilà, qui n'avait pas le temps pour les enfants. Elle est toujours partie pour le problème personnel ou je ne sais pas. Mais en même temps, c'est comme ça, ma tante, sa cousine, elle est venue au village une fois, elle nous a trouvés là et puis elle a demandé, mais c'est qui cette petite, elle est belle. Elle a dit donc que c'est la fille de ta cousine. Et c'est comme ça, ma grand-mère a dit donc que ils sont les enfants de ta cousine, elle les a laissés là, elle a voyagé, on ne sait pas, je n'ai pas ses nouvelles. Donc elle a dit qu'elle avait eu un enfant parce qu'elle ne fait pas d'enfant. Depuis elle est mariée, son mari et elle ont du mal à avoir des enfants. Donc ma grand-mère dit, bon, elle n'a qu'à faire son choix et le choix est basé sur moi. Et c'est comme ça, elle m'a récupéré. Ma grand-mère lui a dit, mais la petite, elle est tellement intelligente. Je vais la mettre à l'école, même si je n'avais rien, mais quand elle sera un peu, elle aura l'âge d'aller à l'école. Vous avez quel âge? J'avais 3 ans que ma 3 ans. Voilà, quand je vais arriver à l'âge, bon, à l'époque, c'était jardin, mais je ne sais pas si elle connaissait ma grand-mère, elle attendait 6 ans pour qu'elle aille à l'école CP1. Et il faut dire que vous étiez très innocente, vous ne saviez même pas ce qui se passait. Non, cette tante, vous la preniez en fait pour comme votre maman. Voilà. Pour vous, c'est votre maman qui était venue quand vous ma chercher. grand-mère m'a dit, ouais, voilà, c'est ta maman, tu es là. Désormais, vous savez, en Afrique, on appelle les tantes maman aussi. Tout à fait. Voilà, donc tu vas partir avec ta maman. Moi, j'étais contente. Et c'est comme ça que je suis partie. Elle m'a pris et puis on est parti. École première à ma grand-mère, ça n'a pas eu lieu. Et dès l'âge de... Quand vous dites que ça n'a pas eu lieu, c'est-à-dire... Elle ne m'a jamais mis à l'école. Vous n'êtes pas allée à l'école. Je suis arrivée là-bas, bon, je suis passée directement aux tâches ménagères. Donc, à 5 ans déjà, je me lève à 5 h du matin, je me souviens, parce qu'elle m'a tellement frappé un matin que je ne peux pas oublier cet âge-là. Elle avait l'habitude de vous battre? Voilà. Donc, du coup, en fait, quand on est arrivé, elle a commencé à me battre au bout de même pas une semaine. J'ai dit, dans ma tête, je disais, mais est-ce que ça, c'est ma maman? Parce qu'une mère ne frappe pas comme ça, je n'ai rien fait, je suis assis là, je dors au salon, on vient, on me marche dessus, lève-toi, va faire ci. Bon. Je suis un bébé, donc voilà, à 5 ans déjà, je commençais à vendre des galettes chez nous, qu'on appelle gaufroto. Moi, je partais le matin, me réveille et partais m'asseoir avec elle pour les vendre. Et puis, quand elle finit pas de vendre, elle me laisse là-bas. Et c'est moi qui terminais et puis elle rentrait à la maison. Et quand je viens aussi, un enfant de 5 ans ne sait pas compter d'argent. Donc, quand ça manque de l'argent, on me frappe. Voilà. Donc, et vous êtes resté combien de temps chez elle? Je suis restée avec ma tante jusqu'à qu'il y ait eu à 8 ans et son mari a perdu son boulot parce qu'on vivait à Boaké. Et c'est comme ça que son mari elle est partie avec moi en Saint-Fra chez son père, je pas son âme aussi, un autre de mes grands-pères, pour aller me laisser là-bas en disant que son mari et elle n'ont plus. Parce qu'après, quand je suis arrivée, ça n'a pas eu longtemps et puis elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant. Donc du coup, elle dit comme elle a un enfant, maintenant elle a eu même 2. Et puis elle a dit maintenant elle a 2 enfants avec moi, c'est trop. Là, ça, c'est devenu lourd pour elle. Donc, elle est partie me laisser en Saint-Fra. Là-bas aussi, c'est comme on t'enlève en enfer pour t'emmener en enfer. Voilà. Il n'y avait pas de différence. Là-bas, c'est son père qui était là-bas. Donc, c'était l'enfer, le pire l'enfer. Non. C'est comme ça. C'est vrai qu'on en rit, mais on imagine même pas ce que vous avez vécu là-bas. Je parle en tant que femme forte, parce que j'ai trop pleuré pour ça. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée là-bas. Un matin, j'ai regardé, je me suis enfuie. Je me suis enfuie des campements parce qu'on était à Saint-Fra d'un campement, ce n'est pas Saint-Fra-Ville. Et c'est comme ça que je suis quitté le campement et je suis venue en ville. J'ai marché à 120 km pour venir, un enfant de 8 ans. Je suis arrivée, j'ai commencé à faire mes porte à porte pour demander de travailler, que je cherche du boulot. C'est comme ça que je suis tombée sur une dame, mon premier boulot qu'elle m'a confié. C'était quoi ce boulot? C'est pour vendre l'eau glacée. Ok. Il n'y a pas de son métier. Par mois, voilà. Elle me dit, je peux vous payer 3 000 francs par mois, je vais vous loger ici. Mais chaque matin, vous levez, vous attachez l'eau la nuit, le soir, vous levez, le matin, vous partez vendre. Et c'est comme ça, j'ai commencé à attacher l'eau. Pendant 3 mois, j'étais chez cette dame. Et puis un jour, il y a une de mes tantes. Avis à tous ceux qui nous regardent, le travail des enfants est interdit. Voilà. Donc, un jour, j'étais à la gare et puis j'ai vu une de mes tantes. Et puis, elle dit, ah, on te cherche. Non, moi, je fuis. Elle m'a suivi, elle allait voir là où je partais. Et puis, au bout d'une semaine, ils sont venus me chercher encore. On vous a retrouvé? Voilà, ils m'ont retrouvé là, chez la dame. On dit, ouais, que je me suis enfuie chez mon grand-père. Donc, ma maman est venue me chercher, même tante là.
Elle est venue me récupérer, maintenant elle m'a envoyé maintenant à Oumé. Parce que son mari a décidé de faire plantation de cacao maintenant, a laissé le travail en ville. C'est qu'on est arrivé à Oumé, là c'était encore l'enfer des... J'imagine la peur dans vos yeux lorsque vous l'avez vu. Elle vous a battu quand elle vous a retrouvé? Tout le temps, c'est moi, il doit me lever pour aller nettoyer les champs. Vraiment, je ne souhaite pas ce que j'ai vécu à mon pire ennemi. Et qu'est-ce qui se passait avec son mari? Et depuis que j'ai commencé à pousser des sangs, et le monsieur que j'appelle papa, chaque soir, comme je dors au salon, il se lève pour venir, mais... Ça va aller. On vous comprend. Beaucoup de courage. Hein. Ouais. Vous avez quel âge à cette époque-là? J'avais 12 ans. 12 ans. Voilà. Donc, il se levait pour venir me toucher. Comme on dit en bon français, hein, les attouchements. Mais sans mes endroits intimes. Mais comme ma tante elle était quelqu'un de un peu bizarre. Je ne sais pas cette cérémonie elle faisait sur moi, mais à chaque moment, elle amenait des vieilles personnes pour venir mais en bas de moi pour savoir si elle perdu ma virginité ou pas. Je n'ai jamais compris. Elle soupçonnait son mari je ou sais pas, ne lui mais faisait ça, pas confiance? Par contre, je n'ai jamais compris. À chaque fois, chaque 2 mois, ou je ne sais pas, on vient vérifier. Mais on voit les déchets, des trucs, des mains. Et j'ai toujours porté le chapeau, on disait que c'était moi-même que je faisais ça. Je me faisais ça moi-même. Et comme quand il venait sur moi, là, il m'étouffait, il me disait si jamais je dis à maman, il va me tuer. Donc, il ne faut pas que jamais ça va sortir. Mais vous saviez que c'était mal ce qu'il faisait? Bien sûr. Il vient m'appuyer, quelqu'un qui met ta main sur ta bouche pour bloquer ta bouche. Tu te sens en danger. Vous ne vous êtes pas confié à quelqu'un d'autre, à quelqu'un de la famille? Si, parce que ma tante aussi passe tellement son temps à me frapper, donc du coup, je ne voulais pas lui en parler parce que je me dis si jamais je lui en parle. Parce que le papa a dit qu'il ne faut pas être dit. Donc si je dis les deux, peut-être les deux vont grouper 6 mois. J'en sais rien. Donc du coup, comme il a vu qu'il a tenté, mais à cause de la seule chose qui me sauvait, c'est le fait qu'elle venait vérifier. Elle vous contrôlait? Me contrôlait pour voir si j'ai perdu ma virginité. Parce que déjà à l'âge de 12 ans, déjà, j'étais vraiment éveillée. Donc, du coup, c'est ça, je crois que tu as fait que ce monsieur n'a pas pu me pénétrer. Mais en tout cas, il m'a détruit mon intimité parce qu'à cause de lui aujourd'hui, vraiment, dans mes rapports sexuels, ça joue sur moi. On va revenir sur les conséquences que ça a eu sur votre vie. Du coup, je suis... il a envoyé son neveu de me marier. Comme on peut marier un enfant de 12 ans. Donc, je me regarde, pourtant, je n'avais pas règle. J'ai dans ma tête, je suis partie demander à la voisine, j'ai dit, tanti, normalement, une femme, on dit qu'on a du sang en bas. Moi, je n'ai jamais vu. Pourquoi on veut me marier? On dit non, comme ça que tu vas voir ton sang là. Tu vas voir le sang avec le monsieur, tu vas te marier, tu serais une femme mariée. Je suis là un jour, et puis donc, quand le jeune est arrivé pour aider le papa en question pour travailler dans son champ, là, je me dis que voilà, ils ont fait mariage même, tout ça, ils ont donné d'autres à ma tante là, ils ont bien profité de... Je ne sais pas comment, si c'était la sorcellerie, parce que je mais vois franchement, pas... ça en a tout l'air, parce que voilà. Je vais dire que tout ce qui est est violence faite aux mineurs se retrouve dans votre situation. Je suis partie chez la voisine, c'était sa copine. Chaque soir, je courais pour aller dormir chez la voisine, parce que je n'en pouvais plus, je ne peux plus faire pipi. Parce qu'il m'a tellement blessé en bas, que quand je m'avais fait pipi, j'ai mal. Donc, je courais pour aller là-bas. Donc, un jour, la voisine me dit, mais pourquoi tu quittes ta maison, que les gens dont tu cours, tu viens dormir dans notre cour ici? Il y a quoi? J'ai dit, tante, j'ai un problème. Que papa se lève la nuit, il met son doigt en bas de moi, il appuie mes seins, il bloque ma bouche. Elle me dit, hé, plus jamais je vais entendre ça. Oh là là. Si je dis, ah, comment ça, tante? Est-ce que c'est normal que mon propre papa se lève comme ça pour me faire ça chaque nuit? Elle me dit, il ne faut jamais dire ça à quelqu'un. Parce que si tu dis à quelqu'un là, tu vas avoir des problèmes de famille. Et puis toute la famille va te détester. Donc, il ne faut pas en parler. C'est là que j'ai vu que dans ce genre d'histoire, la famille veut toujours étouffer. C'est là que j'ai compris. J'ai dit, ah, si la voisine, je suis allée au champ un matin, je dis, attends, si la voisine ne peut pas m'aider, si elle ne peut pas en parler à maman, mais c'est qu'un jour, ils vont me tuer, puisque le monsieur m'a marié. Lui aussi, la nuit, il ne me laisse pas tranquille. Pardon, je vais ouvrir juste une parenthèse pour les plus jeunes qui nous regardent. Si vous avez des tontons, des tantis, des personnes un peu plus âgées ou même des camarades qui vous touchent de façon anormale, il faut le dire tout de suite aux parents. Il faut tout de suite informer papa ou maman.
Si c'est papa qui le fait, il faut informer maman. Voilà. C'est important. Donc, c'est comme ça, je suis partie au champ, j'ai laissé Daba, comme on a le Daba avec une machette. J'ai mis dedans. J'ai couru dans la forêt jusqu'à me trouver ici un village. D'abord, le village, je suis arrivée là-bas. Ils m'ont pris pour une petite folle. Parce que le temps de courir, mes habits, même étaient déchirés. Donc, ils m'ont pris pour une folle qui a sorti dans un village. J'ai dit, oui, que j'étais vraiment folle. Tout cela pour ne pas rester le village là-bas. Parce que le village n'est pas loin de là. Jusqu'à que je suis arrivée à Ouméville. J'ai volé, les choses, comment ça s'appelle, on peut dire, comme on dit aujourd'hui en bon français, j'ai fraudé les transports pour pouvoir arriver à Boaké. Comme ça, je me suis débrouillée un peu, jusqu'à ce que je suis arrivée aussi à Boaké. À Boaké, je suis allée d'abord chez un oncle, il dit que non, que lui, il n'y a pas de place chez lui. Et lui, c'est le grand frère de ma maman, même père, même mère. Qu'il n'a pas de place chez lui et tout. Et lui, ses enfants vont à l'école, il s'occupe de ses enfants. Donc, lui, il ne peut pas me garder. J'ai dit, waouh, là, il y a un problème. C'est comme ça, je me dis, bon, il m'a dit de sortir. Donc, j'ai commencé à dormir dans la rue, manger dans des poubelles, ramasser des restants des gens dans les coins publics que les gens mangent, ramasser les restants pour manger. C'est ça, petit à petit, jusqu'à qu'un jour, je suis allée encore le voir. Il dit, ah, la tante dit qu'elle n'est pas ma maman. Maintenant que toi, tu sais qui est ma mère, que c'est ta soeur. C'est elle qui, c'est elle est où? Lui, il me fait un courrier, une lettre, dans un petit enveloppe kaki. Il me dit, prends ça. Il faut te débrouiller, trouve transport. Va à la gare, tu prends le train, c'est 3000 francs. Tu vas, tu arrives dans un village, on appelle Arabia, tu donnes ça au contrôleur. Ils vont te dire où ils vont te déposer. Donc finalement, vous allez rencontrer votre mère. Est-ce qu'elle, de son côté, elle cherchait à vous retrouver? Non, parce qu'il y a un truc qui m'a aussi choqué. Une fois, j'ai appris que j'étais à Saint-Froid, il y avait une dame, j'étais venue là-bas, c'était ma maman, il ne savait pas. Et quand elle a su qu'on m'avait envoyé, ma maman est partie sans me dire au revoir. Moi, je ne savais pas c'était ma mère, j'ai appris ça plus tard. Donc c'est comme ça. Je suis arrivée dans le village. C'est vraiment dommage pour toutes ces souffrances, ces souffrances morales et physiques que vous avez subies. Le témoignage n'est pas terminé. Nous nous retrouverons pour la deuxième partie dans quelques instants. On part pour la pub. Oui, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. À l'instant, sur la vidéo, on voyait bien notre invité témoin du jour, Amani Beka. Tais-toi là-bas. C'est donc le titre de cette musique, n'est-ce pas? Tais-toi là-bas pour dire... Tais-toi là-bas pour dire voilà, que les gens sont ensemble pour avancer dans la vie. Voilà quoi. Il faut arrêter de... Je parle de ceux qui critiquent les autres. Parce d'être jugés les prochains, pourtant, il n'est parfait. Donc, et surtout que vous ignorez le passé de ces personnes que vous avez en face de vous. Sans connaître le passé de la personne, tu ne sais pas pourquoi la personne est devenue ce qu'il est devenu. Comme, voilà. Donc, mon ami, tais-toi là-bas. Quand tu ne connais pas, il faut te taire. Je rappelle que Amani Beka a connu toute forme de violence durant son enfance. Elle a été abandonnée par sa mère et s'est retrouvée chez sa tante, maltraitée par sa tante et subit des attouchements de son oncle. Alors justement, avant de revenir à ce que cela a produit sur vous et les ressentiments aujourd'hui provoqués par ces violences, on en était à la rencontre avec votre mère. Ouais. Donc, je suis venue voir ma mère et puis elle ne savait même pas qui j'étais. J'ai dit son nom, elle m'a dit elle s'appelle Zanfoué. Donc, j'ai pris son... J'ai dit, ah, je suis sa fille. Et bien, la manière m'a accueilli... C'était froid. C'était vraiment froid. J'ai dit, ah, c'est vraiment... Jusqu'à même, je me pose des questions. Je dis, est-ce que c'est vraiment ma maman? On a fait 2 ou 3 mois au village. J'ai vu que ça ne colle pas parce qu'on n'avait pas d'intimité. Donc, un jour, je lui ai dit, tu sais, je vais aller à Abidjan. Il m'a dit, mais tu connais personne là-bas à Abidjan. J'ai dit, tu sais d'où je viens de loin. Donc, si je ne suis pas encore morte là, Abidjan aussi, je peux m'en sortir. Est-ce que vous lui avez raconté tout ce que vous avez subi? Ben, je lui ai un peu expliqué que voilà ce qui est... Mais pas dans les détails. Voilà, pas dans les détails, parce qu'elle ne m'a pas donné l'occasion de le faire. Parce que son comportement ne m'a pas donné l'envie. Est-ce que vous-même... Je ne me suis pas sentie en sécurité avec elle. Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas devenu dur à cause de tout ce que vous avez vécu aussi? Ça a dû former une barrière entre vous. Voilà. Alors, cet oncle dont vous nous parliez, vous avez aujourd'hui de ces nouvelles, vous l'avez revu? Non. Que je fais même à chaque fois que je pense à lui, là, je fiston même. Il me fait peur. Non.
Non, même si je lui pardonne, je préfère qu'on ne se voit pas. Mais jusqu'à présent, vous avez gros sur le cœur par rapport à ce qui vous a fait subir? Oui, bien sûr, parce que j'ai vraiment gros sur le cœur parce que quand je suis venue à Abidjan, je suis partie voir une dame pour chercher du boulot. Elle me dit, sa maman cherche quelqu'un. C'est comme ça, cette dame m'a envoyé à Abidjan, à Bobo. Je suis arrivée à Bobo Rai. La dame y arrive là-bas aussi, elle me dit, ouais, qu'elle a déjà quelqu'un, n'a pas besoin de moi. Hein? Moi, dans le village, j'avais mon, comme on appelle, bolet, là, les petits... Votre baluchon. Voilà, avec mon petit sachet bleu, il y allait où? Dans Abidjan, là. On t'a eu conteste si elle. Donc, elle me dit de partir. Donc, elle m'a mis dehors. Comme c'est dans un coup commune, je vivais là, dans la cour. Et puis, un jour, il y a une jeune fille qui est... Je peux dire son nom? Non, non. Okay. Une jeune fille qui était plus âgée que moi. Elle est venue me voir, elle a dit, mais attends, vous faites quoi à dormir dehors ici? J'ai dit, non, je suis venue voir ma tante qui est là. Elle dit qu'elle n'a pas besoin, elle vient des villages. Donc, je ne sais pas. Elle me dit, mais retourne dans ton village. J'ai dit, non, moi, je suis venue pour me chercher à Abidjan, je ne retourne pas. Donc, elle m'a dit, bon, viens dormir avec moi. Donc, cette jeune fille, elle m'a mis dans sa chambre là-bas. Et puis, un jour, sa maman aussi travaillait vers ici, à Cocody ici. Elle est venue un week-end et puis elle m'a trouvé. Elle a dit, mais c'est qui? Elle dit, non. Et puis, elle lui a expliqué la situation. Elle dit, non, 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 qu'elle ne veut pas de problème, que la jeune fille n'a qu'à me mettre dehors. Et la jeune fille m'a dit, bon, là-dedans, elle dit, non, je ne peux pas la mettre dehors. Moi, je n'ai pas d'amis. Donc, elle est mon amie. Moi, je ne peux pas laisser enfant de quelqu'un dormir dans la pluie, ici, dans la cour. Donc, sa maman est allée changer des clés de sa maison carrément. En tout cas, vous avez un de ces parcours. Elle est partie payer clé minute pour venir ouvrir la porte et puis on s'est enfui. Ouais. Alors, je veux revenir sur les répercussions, l'impact que les attouchements de votre oncle ont. Ouais, quand je suis arrivée en France, mon ex-mari m'a dit il faut aller voir un psychologue. Parce que c'était le seul que je lui ai dit la vérité. Donc, pourquoi il vous demande d'aller voir un psychologue? Il y avait un problème? Parce que dans notre rapport sexuel, déjà, c'était pas facile. Pour que j'ouvre les jambes, c'est compliqué aujourd'hui. Bon. Donc, il a compris qu'il y avait... C'était difficile, vous étiez réticente. Non, ça a joué beaucoup sur moi. Donc, du coup, il a dit d'aller voir un psychologue. C'est comme ça que j'ai commencé à aller voir un psychologue, lui en parler, ce que j'endurais. Vraiment, c'était pas facile au début. Et après ça, après la thérapie, les choses ont commencé à bien se passer? Ça va un peu, mais je ne peux pas... C'est pas facile. Cet oncle-là, si vous le voyez aujourd'hui devant vous, qu'est-ce que vous lui dites? Cet oncle-là? Votre oncle? Ben, je vais le traiter de 2 mois en personne. Parce que je me pose question parce que s'il a osé me faire moi, tu l'appelais papa avant d'avoir enfant, qu'est-ce qu'il fait à mes cousines? Et si vous avez aujourd'hui l'occasion de le traduire en justice? Franchement, je le ferai. C'est ce qu'il mérite. Je le ferai parce que pour qu'il évite de faire d'autres mal. Je ne sais pas derrière moi quel d'autres mal il a fait encore. Et je sais que les gens comme ça ne changent pas. Ils le feront jusqu'à leur mort. Donc s'il y a l'occasion, je ne résiste pas. Je préfère ne pas me prononcer là-dessus. Paulus Agathon? Oui, des questions sur la page Facebook. Bon, enfin, la deuxième question, c'était comment elle a pu surmonter ses affronts. On a pu avoir réponse, pardon. C'est la question de Ousmane Dekarambé. Il dit, je compatis à votre douleur, madame, en tout cas, Yako. J'espère que vous avez pu retrouver la paix du cœur. Mais bon, là, elle n'a pas totalement pardonné encore. Hein. Elle n'a pas pardonné, mais elle a eu une sorte d'exutoire. Ouais. Voilà, elle a trouvé refuge dans la musique. Voilà, je me suis consolée dans la musique parce que à chaque fois que je ne me sens pas bien, c'est dans la musique, je me mets à chanter. Et c'est ça qui fait que je peux dire que c'est la musique aujourd'hui avec mes enfants. Ça fait qu'aujourd'hui même j'arrive à... Aujourd'hui j'ai une fille. C'est ça qui m'a motivée d'être ici. Voilà, parce qu'en me taisant depuis toutes ces années, je ne sais pas quels autres enfants qui ont vécu ça. C'est pour ça que je suis là. Oui, Paulus. Alors, le deuxième message, celui de Meluriel Nguessan, il dit « Yako à vous. C'est clair que le manque de communication avec les enfants en âge de puberté est parfois la source de ces atrocités. Et il faut que nos parents arrivent à briser cela parce que les hommes profitent de ces tabous pour faire du mal aux enfants. » Maintenant, question, à votre avis, qu'est-ce qui fait que votre mère vous rejette? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire parce que moi, je suis mère aussi. Je ne rejette pas mes enfants. Donc, je ne sais pas comment une mère peut rejeter ses enfants. Ça, je ne sais pas. C'est elle ce qui sait. Bah alors, moi, je veux savoir, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Je ne sais pas, Carole a dit, votre oncle devant vous, qu'est-ce que vous allez lui faire? Mais qu'est-ce que
vous voulez avoir pour que vous pardonnez à cet oncle-là? Parce que vous n'allez pas rester définitivement à vie avec cette rancœur-là. Vous avez des enfants, vous êtes artiste aujourd'hui, vous êtes appelé à conscientiser, à éduquer. Je vais essayer. Hein. J'ai essayé pendant toutes ces années, en tout cas. En quoi faisons, par exemple? En chantant, pour essayer de l'oublier. N'est-ce pas? Pour l'oublier totalement. En fait. C'est de faire la paix avec son bourreau. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident. À sa place, personne ne... Je peux lui pardonner, mais de loin, je ne veux pas m'approcher de lui, c'est bon. Je ne veux même pas qu'il s'approche ni de moi, ni de mes enfants. Si je m'en vais faire la paix avec lui, c'est pour lui donner l'occasion de s'approcher de mes enfants. Je ne veux pas. Je peux le pardonner, mais très loin de ma vie. Quels sont les liens aujourd'hui avec vos parents? Pardon? Votre famille? Les liens que vous avez avec votre famille aujourd'hui? Bon, le fait, ma mère, elle a toujours dispersé ses enfants de gauche à droite. D'ailleurs que moi... J'ai l'impression qu'il n'y a pas seulement à l'oncle qu'on en veut. On en veut aussi à maman. Je me suis retrouvée à manger dans des poubelles, d'être servante de gauche à droite. Et mes autres sœurs, quand je suis venue à Abidjan, je me suis débrouillée, j'étais servante. Après servante, un matin, j'ai dit non, je ne peux pas continuer à rester travailler chez les autres dans les maisons. Et c'est comme ça que je suis partie travailler dans un maquis. Dans un maquis, je suis arrivée dans un bar. Alors, donc, j'ai fait venir mes soeurs à Abidjan, mais on n'a pas d'intimité. Beka, Amani, moi, ce que je vais vous demander, c'est de vraiment, si vous voulez bien vivre, aujourd'hui, vous vous rendez compte à quel point la vie est précieuse. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui vivent à cause de ce qu'on connaît, le coronavirus, qui se disent « Est-ce que demain, je vais vivre? Qu'est-ce que demain nous réserve ?» On est sur le qui-vive. Donc aujourd'hui, là, vraiment, il faut vous libérer. Profitez au maximum de chaque instant. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas si on sera encore là. Mais nous, on croit. On garde la foi. On croit que la maladie va passer très, très loin de nous. Mais c'est l'occasion pour vous de faire la paix, non seulement avec vous-même, mais avec votre famille. La vie est trop belle pour la gâcher avec de mauvais souvenirs. Vous avez aujourd'hui la musique, vous avez la chance d'avoir des enfants, vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui vous soutient. Donc, profitez et puis donnez-leur le maximum d'amour. Merci infiniment d'être venu partager votre témoignage avec nous. On espère bien que des solutions dans certaines familles seront trouvées à travers ce témoignage. Et c'est aussi l'occasion de dire que les violences causées contre les enfants sont sévèrement punies par la loi, surtout et encore quand les bourreaux Merci mon Dieu. Kota Junior, merci là-bas. C'est Dieu qui donne, ne sois pas jaloux. Là-bas.